Buenos tardes, señoritas, señoras y señores. Bourdoniennes, Bourdoniens, bonjour. Eh bien, nous ne sommes pas à Télésour ni à Katia TV, nous sommes bien en direct au studio de TV Bourdonnette, ce samedi 2 décembre. Il est maintenant 17h et nous allons parler d'un petit événement. C'est un film qu'on va diffuser en direct d'ici quelques instants sur le canal de TV Bourdonnette. Un film qui a été présenté au festival Vision du Réel cette année, festival du documentaire à Nyon. Un film qui s'appelle Média contre tambour. Et les thèmes principaux de ce film sont les médias, évidemment, et le fait est que ça se passe en Amérique du Sud, au Venezuela. Et il se trouve que je suis allé justement à ce festival et j'ai rencontré les réalisateurs, donc Dominique Berger et Sarah Fautré, qui sont belges, et ce qui m'a donné l'occasion de discuter un petit peu avec eux et aussi d'obtenir les droits du film, et puis aussi la première diffusion TV en Suisse pour Média contre tambour, c'est donc à TV Bourdonnette, aujourd'hui en direct. Et puis, on ne va pas diffuser simplement un film, vous voyez qu'ici, je ne suis pas tout seul, mais on va aussi en discuter. Et pour en discuter, nous avons ici sur le plateau Ophélia Hubert, qui est bourdonnessienne, que vous connaissez ici, et dominicaine, entre autres. Dominicaine, c'est un domaine qui se trouve dans les Caraïbes, donc proche aussi de l'Amérique du Sud. Nous avons Esperanza Pascuas, qui est colombienne, bourdonnessienne, secrétaire du Centre socioculturel de la Bourdonnette et aussi secrétaire de Colombia Vive. C'est bien ça? Voilà, merci. Nous avons aussi Douglas González, qui est secrétaire général du FEL, qui est aussi secrétaire de l'Association vénézuélienne de Suisse, l'AVES, et qui a contribué intensément à la création des ciné-clubs au Venezuela, mais qui est surtout ici en tant que Vénézuélien. Merci d'être là. Et nous avons aussi sa fille Mathilde, qui nous fait l'amitié d'être parmi nous. Donc, avec les gens qui sont ici, plus peut-être d'autres qui vont arriver, vous-même, à la suite du film, si vous avez quelque chose à dire, si vous avez envie de participer au débat, vous pouvez venir au studio, la porte est ouverte. Nous allons faire une discussion autour des thèmes qui sont véhiculés dans ce film, et particulièrement ce qui a trait à la télévision de quartier, les télévisions populaires. Vous allez voir qu'au Venezuela, c'est quelque chose d'assez intense, ça se vit dans la rue, c'est assez fort. Donc maintenant, sans plus attendre, on va passer au film. Donc, Média contre tambour, Média versus drums. C'est pour maintenant 52 minutes et après ce film, on se retrouve sur le studio. Mira, ya esto es diario, la gente está acá. Aquí se para solamente la gente inteligente. La gente que no es inteligente pasa así. O sea, porque no puede captar esto. En cambio, la gente que es sensible, porque la sensibilidad es inteligencia. ¿Entiendes? Yo si voy a un fuerte árbol, no lo entiendo. ¿De qué parte de los Estados Unidos? No, Bélgica. Ah, de Bélgica. Bueno, mejor. Porque es mejor porque, ¿sabes qué pasa? Que en Venezuela se tiene más confianza en los medios que son foráneos que en los medios nacionales. Si los medios nacionales ante la población están anulados, no lo queremos, no les creemos. Señora, están filmando, mija, están filmando. Ay, caray. Alors voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de TV Bourdonnette après le film Média contre tambour qui vient de passer sur les écrans de toutes les télévisions de la Bourdonnette. Alors pour la discussion, et on a plus de personnes qui nous ont rejoints pour la discussion, vous êtes vous aussi invités à descendre de chez vous et venir au studio pour parler de ce film que vous venez de voir, si vous en êtes intéressé, ou pouvoir suivre le débat depuis chez vous, puisqu'on est en direct maintenant. Donc on a Merfis Diaz qui est avec nous, vénézuélienne. Vénézuélienne. Voilà. Et tu es venu avec Gerbinson Lugo. Oui, c'est mon fils. C'est ton fils. Nous avons Jean-Baptiste Diouf, bien connu dans le quartier. Et nous avons Edwin Perez, qui est aussi connu à TV Bourdonnette, puisqu'il avait l'émission Latino America ici, qui a fait plusieurs émissions. Journaliste toujours en vadrouille. Hein.
Voilà. Bolivien. Bolivien. Bolivien, voilà. Donc on va entamer cette petite discussion après le film. Et je voudrais, pour revenir un petit peu en arrière, pas parler directement des télévisions de quartier, mais de cet engouement qu'il y a dans la rue au Venezuela. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas en Suisse. La situation est un peu différente, mais on voit que c'est très intensif, c'est très intense. Il y a la radio qui s'enregistre dans la rue, il y a les peintures qui remplacent la télévision, les slogans, les gens se mobilisent dans la rue. Alors je ne sais pas si ça vous inspire quelque chose. C'est quelque chose qui est très courant au Venezuela. Oui, pour faire un peu d'histoire, c'est pas totalement nouveau. C'est quelque chose qui s'est développé fin des années 80 et que juste après le coup d'État 92 que Chavez avait donné, que les gens se révoltaient, on dit c'est pas par ce biais-là qu'on devrait changer le pays, il y a d'autres moyens. Et en 89, en 89, il y a eu les émeutes à Caracas, dans tout le pays, il y a eu pas mal de morts, etc. Et ça, c'est un élément qui a déclenché un comportement différent des politiciens, de certains politiciens, a réveillé aussi d'autres gens et qui a permis aussi au peuple de voir comment on était manipulé. Dans cette histoire des médias qui ont été toujours contrôlés par les grands pouvoirs économiques, avec des liens très forts avec les partis qui s'est partagé le gouvernement pendant 40 ans, après la dictature de Pérez Jiménez, les années 58, et pendant 40 ans, ils se sont partagés, alternés. C'est ça qu'on appelait une démocratie alternative. Donc à la fin, on changeait par des bonnets, mais c'était la même chose à la fin. Et les médias ont développé des liens très étroits avec la classe politique de l'époque. Ce qui s'est fait qu'au milieu alternatif, le peuple, les organisations sociales ont dû développer des mécanismes de communication différents. Des fois, c'était simplement des papiers, les murs parlaient, la peinture a joué un rôle, les ciné-clubs aussi de quartier ont joué un rôle. Donc, on prenait le cinéma, ou soit on filmait en vidéo et on discutait après. Dans la rue. Dans la rue, carrément dans la rue, dans les écoles, dans les institutions, dans les syndicats, dans le réseau qu'on appelait alternatif. Ici, ça fait 15 jours que les perdants du coup d'État se relaient devant des dizaines de milliers de téléspectateurs. Estoy acostumbrada a hablar por micrófono y tengo mucho miedo, pero sin embargo estoy aquí. Me declaro en desobediencia civil como funcionario público con muchos años de Alors, ce qu'on voit aussi dans l'exemple dans le film, c'est que l'autre camp, si on peut dire ainsi, ceux qui ont les gros moyens, les grosses télévisions, descendent dans la rue aussi, à Altamira. Ouais, Ils se mobilisent dans la rue, ils passent toute la journée dans la rue. Ça fait rigoler même si je connais des gens qui étaient là. Et c'est que c'était le moyen, c'était le terrain. Le terrain à gagner, c'était la rue. Et Chavez, depuis 98, l'avait prise, l'avait gagnée. Et il a réussi à radicaliser le discours, chose qui a permis de passer d'un taux d'abstention de 70% à un taux de participation de 70%. Donc des choses qui n'existent pas ailleurs. Et qu'après, par la suite, il y a eu tout un changement constitutionnel, tout un changement qui a radicalisé des choses qui étaient déjà demandées. Par exemple, la parochialisation, comme on dit, c'était la paroissialisation. C'est-à-dire que les paroisses, qui c'est la partie plus petite de l'organisation politique au Venezuela, c'est le morceau plus petit de la commune, ont joué un rôle, un poids de participation collective assez important. Donc aussi pour nos amis lausannois, bourdonnetiens, voilà. Et pour comprendre, l'état politique vénézuélien est semblable à la Suisse. Donc c'est à la fois républicain,
parce qu'il y a un président élu universellement, mais à la fois c'est fédératif, fédéral, parce que chaque État est indépendant, autonome. Donc, et chaque commune est aussi élue de manière autonome. Donc, on peut se retrouver avec un président d'un parti politique, avec un gouverneur qui est d'une mouvance politique contraire, et un syndic ou un maire qui est d'une autre mouvance politique. Donc, à ce niveau-là, il y a je crois que jusqu'à là, la comparaison peut s'arrêter. À partir de là, il y a des oppositions assez fortes, et le fait qu'il fallait faire participer les gens, Chavez et la mouvance qui le soutient a radicalisé le discours. Chose qui a permis à beaucoup de gens qui ne croyaient pas à la participation, qui avaient perdu l'intérêt, la confiance pour les politiciens, se sont sentis concernés. Ça amène beaucoup d'énergie chez les gens. Ah oui. Je sais pas, par exemple, en Colombie ou dans d'autres pays d'Amérique du Sud, quel est le paysage un peu médiatique par rapport au Venezuela? Est-ce qu'on peut comparer cette utilisation de la rue, la radio, la télévision dans les taxis Non, c'est très très différent. On est vraiment loin du Venezuela. Pour nous, c'est vraiment se faire tuer là. Si on commence à faire, je crois que ça fait 2 ans. On avait essayé de faire des émissions de radio seulement dans les quartiers. On a obtenu les permis pour 30 émissions dans 30 quartiers différents. Puis au bout de 3 mois, l'État s'est rendu compte que c'était une arme qu'il donnait au peuple. Donc ils sont vite coupés, tous les 3, ils sont plus 3 transmis. Et les gens qui faisaient la télé s'étaient persécutés, donc ils ont quitté leur quartier, après la ville, et puis après partir loin. Donc on est vraiment dans une situation de répression contre les médias assez forte. On est vraiment loin du Venezuela. Quand on va, ça nous fait rêver. On dit, si seulement on pouvait au moins faire une émission où les gens du quartier puissent s'exprimer. Parce que là, au Venezuela, ils disaient, c'est pas une télévision sociale, c'est la politique qu'ils font. Puis je lui ai dit, écoute, les autres aussi font la politique, mais ils font extrême droit et personne ne le dit rien. Par contre, ils ont tout le droit de dire. Personne ne va leur dire, voilà, mais est-ce que vous faites la politique tout droit parce qu'ils nous ont bombardé les mentalités, on nous fait penser comment, on suit la mode qu'ils nous montrent. Personne ne dit rien, mais si c'est l'autre qui font, puis qui montre comment ça se passe à la base, là c'est déjà censuré gauche, c'est censuré politique, ça ne convient pas. C'est la peur qui les empêche, ça fait peur aux gens d'hausser la voix ou Oui, c'est une peur qui est bien fondée, donc là on ne peut pas vraiment, donc depuis les années 80 jusqu'à, je sais pas, après plutôt 87 à 91, ils ont vraiment massacré toute la base sociale, les leaders, les dirigeants communaux, étudiants. Donc c'est vrai que ça fait peur, on dit voilà, maintenant on ne va pas nous mettre la tête en haut, et puis on dit super. Je dis au Venezuela, c'est possible maintenant, on a vu c'est tout plus légalisé parce qu'il y a Chavez qui permet une telle émission, c'est lui qui permet une ouverture. Mais si c'est le contraire, souvent tout le monde va être persécuté, tout le monde va être, si jamais tué, comme chez nous, on se fait vraiment tuer. On risque la peau, là, en disant, voilà, on va faire une telle quartier, on va exprimer maintenant nos besoins, on va dire ce qu'on en pense de l'État, on va dire qu'est-ce qui ne va pas. C'est sûr qu'on se met au cible direct. Buenas tardes, voy a hacer una pequeña disertación sobre lo que está ocurriendo aquí en Venezuela con respecto a los medios de comunicación. Supongamos que esta señorita que está aquí de repente tiene un problema con un periodista y el periodista la odia y de repente llega él y agarra su periódico y dice, esta señorita, ¿cómo es su nombre? Sara es prostituta y sale todos los días en la prensa, como sucede aquí en Venezuela. Sara es prostituta, Sara es prostituta, Sara es prostituta. Cuando la pobre Sara salga por la calle y ella inocente, nada más lo que tuvo fue una simple discusión con un periodista, salga a la calle y el pueblo inocente también, que no sabe de ella, todo el mundo va a ver a Sara, mira, ahí va Sara la prostituta. Y ella inocente dirá, pero yo no soy prostituta, y el pueblo dirá, sí eres prostituta, porque lo dijo la prensa. Eso es lo que está ocurriendo aquí en Venezuela. On voit au Venezuela, les gens ne croient pas à la télévision. Il y a ce monsieur à la chemise jaune qui décrit comment la télévision pour lui travestit la vérité. La vérité peut faire croire blanc pour noir et noir pour blanc.
Et les gens en Colombie, est-ce qu'ils suivent la télévision, qu'ils voient, est-ce qu'ils la suivent, est-ce qu'ils écoutent ou est-ce qu'ils boycottent complètement? Non, je crois que la grande masse, ils suivent complètement. C'est pourquoi on dit toujours, les gens ils croient la Colombie, le pays va bien, ou l'économie elle va bien, mais le pays va mal. Parce que là, on nous présente toujours un pays qui va parfaitement bien, on a un super président, il nous montre les bonnes choses qui marchent, même les entreprises, ils sont tout plein de poignons, mais ils ne montrent jamais l'inverse. Alors du coup, ça entre à force de nous montrer tout le temps une image positive du pays, ils nous montrent toujours qu'il va bien, mais de quoi on se plaint? On exporte du pétrole, on exporte du café, des émeraudes qui partent partout, tout, et tu dis, tout va bien, mais qu'est-ce qu'ils disent ces Colombiens? Mais une démocratie, on a élu un président démocratiquement, de quoi ils se plaignent? Donc tout dans les médias écrits, les médias visuels, on dit visuels, bon, il y a tout qui nous transmet, donc à force d'entendre ça, les Colombiens moyens, ils croient à ça. Ils disent, ouais, c'est vrai, putain, du coup c'est mon malheur, c'est moi qui est mauvais, c'est moi qui trouve pas de boulot, c'est moi qui n'ai pas le droit d'aller à l'école, mais c'est que ma faute. Parce que vraiment le pays va bien. En plus, tous les feuilletons, plus tous les reinados, je sais pas comment ça c'est parce que ça se passe même pas ici. Les concours de Miss. Voilà, c'est le concours de beauté. Voilà. On a des Miss Café, Miss Pétrole, Miss Beauté, Miss Maïs, Miss Pomme de terre. Donc du coup, on a des belles femmes, tout se passe bien. Voilà. Donc les gens, évidemment, l'idée qu'ils vont avoir du pays, c'est qu'un pays qui va bien. Puis un touriste qui passe inaperçu, ouais, c'est super beau, mais je comprends pas, il y a une guerre, mais ouais, c'est entre eux peut-être. Puis toute la faute, c'est soit la guérilla, soit le trafic de drogue. Donc si on commence à voir à la télévision suisse, par exemple, beaucoup de concours de Miss, il faudra s'inquiéter. Il faut s'inquiéter, parce que là, c'est vraiment là. Il faut dire les peuples, pour les tenir calmés, il faut du pain et du cirque. Et surtout du cirque, qu'est-ce qu'ils nous font. Et toi, Edwin, tu pourrais nous parler un petit peu de la Bolivie et voir comment ça se passe là-bas? Bon, maintenant, comme vous connaissez, il y a des grands liens, grandes relations entre Chavez et le nouveau président de la Bolivie, Evo Morales. Et aussi, en Bolivie, nous sommes en train de monter des radios communautaires, mais ce n'est pas une chose nouvelle parce qu'il y a des traditions aussi, 50 années avant, parce que les groupes mineurs, de travailleurs mineurs, ont formé des radios alternatives, radios communautaires, en tant que pionniers de l'Amérique du Sud. Mais aujourd'hui, je crois que le président de la Bolivie a besoin d'une alternative parce que les médias, que sont entreprises, les propriétaires des médias sont aussi propriétaires de la terre. Maintenant, Evo Morales essaie de donner la terre à la gens sans terre. Donc il y a des conflits politiques, mais aussi conflits médiatiques. Dans le discours public, il a dit mon ennemi, ce n'est pas l'opposition parlementaire, c'est les médias, les grands médias commerciaux. Donc il y a des controverses, et c'est pour ça qu'il a monté aussi des radios communautaires comme une possibilité de faire de la diffusion de la politique officielle, mais aussi pour continuer le travail d'alphabétisation, d'améliorer la vie des citoyens, parce que vous connaissez qu'il y a de grands problèmes de santé, d'éducation dans mon pays. Donc, améliorer la connaissance de chacun pour le bien-être de chacun, c'est louable. Là, le Conseil fédéral, en Suisse par exemple, ils ont une stratégie, il y a 2-3 phrases comme ça, sur la société de l'information en Suisse. Et ils disent notamment, la société de l'information recèle en effet un potentiel non encore épuisé d'amélioration de la productivité et de la capacité d'innovation du pays, de croissance économique et de création d'emplois. C'est quand même beaucoup lié à quelque chose d'économique et de ce que peut rapporter quelqu'un s'il est informé dans un sens ou dans un autre. C'est pas tellement son bonheur personnel ou son enrichissement personnel. Six mois plus tard, en octobre 2002, un dictionnaire espagnol-français dans une main et un micro dans l'autre, nous essayons de suivre Gilberto dans les rues de Caracas. Voici quelques impressions partiales, glanées au hasard d'une courte balade dans une jungle médiatique aux odeurs de pétrole.
exactement dans cet endroit, on a pu voir des images des gens qui tiraient sur quelqu'un qui se trouvait en bas, dans cette partie de l'avenue Baral. Les médias montraient cette image et ils ont commencé à les montrer 1 et 1000 fois pendant la journée, tous les 5 minutes. Et on voyait des gens avec des pistolets à la main qui tiraient. Les médias vénézuéliens, à ce moment donné, ils ne montraient pas exactement où les tirs allaient. Seulement ils disaient, voilà les cercles de terreur, c'est-à-dire les cercles bolivariens, sous les ordres du président Chavez, qui tiraient sur la marche de l'opposition que, selon leur théorie, se trouvait exactement dans la partie de bas du pont. La manif de l'opposition n'est jamais arrivée à ce point-là. Et la vérité, c'était qu'il y avait de la police métropolitaine qui se trouvait en bas, qui commençait à tirer sur les partisans du président Chavez et de la révolution bolivarienne. Et les gens qui étaient sur le pont, ils ne faisaient que se défendre. Il y avait des tireurs, des francs-tireurs situés dans quelques bâtiments aux alentours de Miraflores qui tiraient et qui tuaient les gens ici. Les gens ont peur, les gens crient, et je le raconte parce que j'y étais, parce que y compris je l'ai photographié. Les gens s'écartent des deux côtés du pont, les gens se mettent à plat ventre, et puis 5 chavistes, si on peut les appeler comme ça, sortent des armes et, cherchant, se défendent et tirent à leur tour sur les francs-tireurs et la police métropolitaine qui leur tirait dessus. Bon. Filmé depuis un angle où on ne voit pas que l'avenue est vide, la scène va être interprétée de la manière suivante: les chavistes tirent sur la manifestation de l'opposition. Ça va évidemment passer en boucle et ça va permettre aux généraux félons de dire: nous ne pouvons pas continuer à appuyer un président qui fait tirer sur le peuple. Des photos ont été publiées, bon, les miennes à l'époque ont été les premières, où on voit très bien que les partisans de Chavez sont à plat ventre, se protègent, où on voit très bien qu'ils sont en train de chercher qui leur tire dessus. Il n'en demeure pas moins que dans les médias vénézuéliens aujourd'hui, on continue à parler du massacre de Miraflores, que c'est un document qui revient en boucle, et que là, on est dans le mensonge le plus éhonté. Bon, le paysage suisse, c'est pas tout à fait pareil. Comme Douglas, c'est toi qui disais, quand on en discutait avant, ce qui pourrait correspondre au Venezuela serait plus la France. La France ou l'Allemagne, où les médias privés sont plus puissants. Ici, en Suisse, il y a... Et c'est pour ça que ça pourrait être difficile pour un Suisse de comprendre le phénomène vénézuélien, parce qu'en Suisse, les médias, les principaux, les plus forts, c'est la radio et la télévision publique. C'est la TSR ou la ZZ ou la télé tessinoise. Donc, ici, il n'y a pas ça. Mais en France, on peut voir, il y a les chaînes privées, il y a le câble, etc. Donc, l'univers des médias est très semblable. À la différence, par exemple, au Venezuela, que depuis un moment, surtout en 2001, quand on a adopté la loi sur la terre, donc où les personnes, les propriétaires de la terre qui ne la cultivaient pas risquaient de la perdre, et là, imaginez-vous ça à Caracas, où c'est une ville de 7 millions d'habitants, mais où l'argent circule, où le pouvoir... qu'en Suisse. Oui. Le quartier de Katia, c'est 3,5 millions de personnes, qui a 4 hôpitaux semblables au CHUV. L'équivalent, il n'y a pas de comparaison à ce niveau-là. Et le bassin du Rio Guaire, c'est le bassin, la vallée où Caracas est posée, est là en tout entre 7 et 8 millions de personnes, pour une population nationale de 27 millions à peu près. Donc la population est concentrée, est très urbaine. C'est quelque chose aussi à mettre, à informer aux gens. C'est qu'il y a le pays est 22 fois la Suisse à peu près, mais la population est concentrée dans la partie côtière, la partie nord du pays, la chaîne montagneuse des Andes qui se prolonge jusqu'à la côte centrale, et qui accueille le 80% de la population vénézuélienne. Et ça crée des problèmes, des frottements, des problèmes sociaux, c'est évident. Le métro de Caracas, il bouge à 1 million de personnes à peu près par jour. C'est quelque chose d'impressionnant. Mais le comportement
en bas de la ville, en disant la vie souterraine est totalement différente à ce qui se passe dans la surface. Et quand on a adopté cette nouvelle loi qui répond à la constitution des 99, qui donne le pouvoir aux gens de s'approprier des choses, qui dit maintenant c'est le peuple qui est le propriétaire du pays, le propriétaire du pétrole, etc., le propriétaire des ressources. C'est à ce moment-là que les grands médias qui ont lien avec le pouvoir économique fort et qui ont tissé des collaborations fortes avec les gouvernements intérieurs, s'élancent dans la dernière ligne droite. Et avant que Chávez gagne les élections en décembre 98, et il avait déjà tout un discours, comme on le disait le monsieur dans le film, pour dévirtuer, pour créer une fausse image de la personne, pour dire il y a le méchant qui arrive, il y a le loup qui arrive, il y a le loup qui arrive. Évidemment, on le diabolise, et ce discours diabolisant, c'est pas d'un jour au lendemain, c'est construit au fil des années. On construit un discours pour faire croire aux gens un message, pour qu'ils accueillent ce message-là. Et c'est étonnant de voir, par exemple, un journaliste qui est noir, cheveux crépus, parler et tenir des propos racistes par rapport à un président qui est aussi pareil que lui. Et c'est qu'il s'approprie de ce discours politique que le média transmette. Parce que, pour nous, moi en tant physiquement, par mon phénotype, je ne pourrais pas arriver à la présidence. Moi, j'étais noir, gros, je viens d'une famille pauvre, etc. Et lui aussi, ce qui fait la différence par rapport au reste de l'Amérique latine, au Venezuela, c'est que l'extraction populaire de l'armée est très, très, très marquée. À différence que Chili, par exemple, et on voit, et je te le dis clairement, c'est ce qui était derrière le coup d'État, comme le dit Lemoine dans le film, ceux qui étaient derrière le coup d'État contre Allende, ont été aussi derrière le coup d'État 2002 contre Chavez. C'était des gens qui appartenaient à une caste, dirais-je, politique, à une caste sociale, et qui appartenaient aussi à une mouvance religieuse qui était la même. Donc, il n'y a rien qui est différent. Ce qui fait la différence, c'est que l'armée chilienne à l'époque, que c'est aussi le cas colombien, que c'est aussi le cas d'autres pays de l'Amérique latine, était en Chili liée au pouvoir économique. C'était les riches qui étaient au niveau les officiers de l'armée appartenaient à la classe politique, à la classe aisée. Au Venezuela, c'est pas le cas. Il y en a dans les deux camps, un peu. Parce qu'on voit aussi des militaires... Mais qui se sont construits après. Mais ils sont presque tous d'extraction populaire. Ah oui. Tous, parce qu'on pouvait... il suffisait de faire l'armée pour entrer au niveau de l'école des officiers. Il suffisait d'avoir le baccalauréat. On ne demandait pas de l'argent, on pouvait après. Et après, la chaîne, on faisait carrière. Et on pourrait, à partir de là, on pourrait faire carrière et devenir officier tout en étant d'origine humble, pauvre. Donc, c'est ce qui fait qu'on trouve dans l'armée vénézuélienne presque toute l'officialité et d'extraction populaire. Et à ce niveau-là, c'est pas possible. C'est comme aller tuer mon frère. Et à ce niveau-là, c'est ce qui permet à Chavez d'arriver au pouvoir. D'ailleurs, quand il donne le coup d'État en 92, il est arrêté par non, on a perdu. Pour éviter un bandissement, même qu'il y a eu des morts, il y a eu des bombardements, il y a eu des mitraillements contre des bâtiments, surtout à Caracas, parce qu'il a gagné dans le reste du pays, sauf à Caracas. Dans le reste du pays, le coup d'État était réussi. À Valencia, où j'habitais, on s'est réveillé, l'armée avait pris le contrôle total. Mais comme à Caracas, il n'a pas eu ça, ils ont pris
la chaîne de télévision principale, et j'en parlerai quelque chose par rapport à ça. Et quand ils arrivent à Miraflores, le président de l'époque, Carlos Andrés Pérez, il avait déjà sorti. Donc, ils n'ont pas pu prendre le président. À ce moment-là, ils disent, pour éviter un bain de sang, on s'arrête, et ça sera. C'est la fameuse phrase, pour l'instant, por ahora, pour l'instant, on va s'arrêter là. Il a été mis en prison, et c'est après la mouvance populaire qui le libère. D'ailleurs, Petkov, qui apparaît dans le film, journaliste, ancien guerrillero, comme on le présente toujours, etc., c'est un qui initialement avait pris le faveur de Chavez, pour dire, c'est pas comme ça. Le président Caldera qui a suivi, parce qu'après, on a forcé Carlos Andrés Pérez à démissionner, et le président, après, amnistie Chavez, qui crée un parti, qui crée un mouvement politique, et à ce moment-là, il commence à monter en puissance. Parce que c'est la torpitude, c'est la maladresse de la droite qui a donné la possibilité à Chavez de monter. Au niveau maladresse et ton agressif, là, que ce soit Teodoro Petkov, comme on a vu, qui dit des trucs genre, qui est donc rédacteur en chef de Tal Qual, un journal, et qui dit tous les médias répondent à des intérêts économiques très puissants, de manière pas très propre, comme tous les médias, en Belgique aussi, puisque le type qui est en face de lui est belge, et il dit les médias en général jouent salement. Pour lui, c'est acquis, c'est bon, c'est comme ça. Oui, c'est normal. Et ce qui est marrant, en tout cas, de dire qu'il n'y a pas de liberté d'expression, c'est ça qui nous disait, qu'on a bombardé, et on pouvait dire ouvertement n'importe quoi du président. On peut encore maintenant. Et encore maintenant. Oui. Et en toute impunité, aux libertés, ça dépend de où on se situe, et c'est acquis. Ce qui passe maintenant et qui fait la différence, c'est qu'à l'époque, le canal, la chaîne de télévision de l'État n'était pas si puissante. On pouvait seulement l'écouter ou la voir à Caracas et dans certaines grandes villes. Évidemment, le reste du pays était dominé totalement pour les médias privés. Et même les médias locaux, les télévisions locales étaient aussi sous l'emprise, et sont encore sous l'emprise des médias privés. La même chose pour les journaux. Mais on voit par exemple le National, que c'était le journal le plus lu du pays, qui avait une centaine de pages. Maintenant, il a 27 ou 30 pages. Parce que les gens ne l'achètent plus. Les gens ne l'achètent plus. Ils sont perdus crédibilité. Parce qu'ils ont joué un rôle, au lieu de jouer un rôle d'information, un rôle d'économie, d'équilibre. Tout au contraire à ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils sont équilibrés, objectifs, etc. On voyait que c'était eux qui appelaient en mobilisation. C'était eux qui ont attissé, en quelque part, la haine. C'est eux qui véhiculaient tout un discours haineux, etc. Et la riposte, évidemment, de l'autre côté, va dans le sens. Mais c'est eux qui ont permis de radicaliser la chose. Au moment du coup d'État, c'est le moment qui déclenche tout le reste en 2002, ils ont boycotté l'information, carrément. El 12 de abril empezó la gente a salir a la calle, los obreros, los trabajadores, las amas de casa, la gente de los barrios, la gente de los cerros, empezaron a bajar y se hubo una congregación colectiva. Esos medios de comunicaciones se quedaron mudos a partir del 12, 13 y 14, 3 días. Esos medios de comunicaciones no pasaban nada de lo que estaba aconteciendo en Venezuela, para nada, nada en absoluto pasaron. Si fueran boicoteado el canal del Estado, no nos estuviéramos enterados de nada. Sin embargo, uno se daba cuenta porque en la calle había un río de gente, un río de personas por todos lados. La gente gritaba consignas, rescaten al presidente. Les journalistes vénézuéliens sont d'une certaine manière pris au piège. Ils sont comme tout le monde, ils ont besoin de bosser. Il n'y a pas énormément de médias au Venezuela, il n'y a pas énormément d'opportunités de travailler.
Et donc je reconnais qu'il faut être courageux pour à un moment s'opposer à sa direction et dire pas du tout, moi je ne veux pas le savoir, je suis journaliste. Bon. L'exemple le plus connu c'est celui d'Andrés Isara qui a démissionné le 12 avril parce que la direction de la chaîne lui avait interdit de parler des chavistes. Sabíamos de una primerísima fuente de dónde estaba el presidente, de manera deliberada no se dio esa información. También sabíamos ese sábado 12 de la concentración que se estaba produciendo en Miraflores. De hecho, el Palacio de Miraflores cae o es retomado por las fuerzas leales del gobierno. Nosotros tenemos una reportera dentro del palacio y a pesar de que sabemos de que el Palacio de Miraflores es retomado por las fuerzas leales al gobierno, de manera deliberada no damos esa información. Nous qui étions ici à l'extérieur, on était plus informés que les gens qui étaient au Venezuela. Et c'est de l'extérieur que l'information a été, par exemple, on a reçu ici la soi-disant lettre de renonciation du président. Et au Venezuela, personne n'était au courant. Et ils n'ont jamais pu montrer cette lettre, mais il n'a jamais eu. Donc, et c'est la manière comme on construit un discours audiovisuel et ce travail, par exemple, d'alphabétisation audiovisuelle qu'on appelle, de montrer aux gens comment se construit un discours, etc., c'est assez révolutionnaire. C'est dangereux pour les gens qui ont le contrôle du pouvoir de l'information. Ce travail d'alphabétisation, bon, on va en revenir un petit peu pour voir un petit peu actuellement comment les télévisions, comment l'éventail des télévisions s'est agrandi aussi, puisque on voit que là, il y a maintenant des télévisions, ces fameuses télévisions de quartier, télévisions alternatives, qui amènent les spectateurs à devenir actifs et pas seulement passifs par rapport à la télévision, c'est qu'ils s'engagent dans les émissions. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, il y a une dame qui dit des trucs intéressants. J'essaie de retrouver mes petites notes. Bientôt. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des télévisions à Saint-Domingue, est-ce qu'il y a des télévisions de quartier, des télévisions alternatives? Alors, ça fait maintenant 15 ans que je ne suis plus à Saint-Domingue. J'habite en Suisse depuis 16 ans. Et c'est vrai que je ne suis pas tellement au courant de ce qui se passe au niveau des canaux de télévision, radio, etc. Bon, de ce que je me souviens, c'est qu'il y a toujours eu quand même des radios où on pouvait s'exprimer librement et dire ce qu'on pensait du parti de l'opposition. Ça a toujours existé, mais c'est vrai aussi que, comme on connaît dans la plupart des pays de l'Amérique latine, il y a souvent justement des intérêts politiques liés à des intérêts économiques. Je ne pourrais pas me prononcer, mais c'est possible justement qu'il y ait aussi un enjeu des médias du pouvoir qui favorisent justement plutôt le pouvoir local, le pouvoir qui est à ce moment au gouvernement. Mais c'est vrai que je ne pourrais pas en dire plus. En tout cas, je suis très contente de ce qui se passe au Venezuela. J'ai des informations à travers des amis du Venezuela qui habitent ici en Suisse. Je suis très contente d'avoir leur avis au sujet de la révolution bolivarienne, parce que justement, même ici en Europe, ce qu'on reçoit à travers les médias audiovisuels et aussi à travers les journaux, ce n'est pas toujours très fidèle à ce qui se passe en Venezuela. Et heureusement, j'ai des amis vénézuéliens qui me donnent un retour de la vérité, de ce qui se passe vraiment. Et je suis très optimiste et très contente de ce qui se passe au Venezuela. Et j'espère, et je crois que c'était une vraie mouvance politique pour toute l'Amérique latine, j'espère vraiment qu'elle va continuer de se développer et que ça pourra aussi donner l'exemple à d'autres pays qui se trouvent pour le moment comme mon pays, hein. Même qu'on a soi-disant un gouvernement du centre plutôt. Mais je pense qu'ils sont encore un petit peu soumis à des intérêts, justement. Ils sont un peu soumis encore au contrôle politique, d'intérêts avec les États-Unis, avec les riches, etc. Donc on n'est pas encore sorti de l'auberge République dominicaine, mais j'espère que justement l'exemple de Venezuela... ça va stimuler aussi les gens de mon pays, les Dominicains, à faire aussi leur révolution quelque part.
parce qu'on parle de révolution bolivarienne, Ouais. peut-être, est-ce que vous savez tous ce que c'est que la révolution bolivarienne? Je ne sais pas si on peut expliquer ça en peu de temps, parce qu'on ne va pas faire de politique. Pour moi, c'est le terme de révolution bolivarienne, c'est, tu pourrais dire, c'est maintenant que ça s'est fait. Mais je suis un peu mitigé ou partagé par cette expression. On pourrait dire qu'il y a un changement. Le processus révolutionnaire n'est pas totalement acquis. Il y a un processus de changement, c'est vrai, un processus d'appropriation des choses, mais il reste encore du travail à faire. Il y a énormément des mauvaises habitudes des anciens systèmes. Il y a, dans certains cas, il faut le dire, il faut être honnête, et il faut le dire, il y a des gens qui reproduisent les mêmes mécanismes des anciens chefs des services, des anciens conseillers communaux, etc. Donc, c'est la révolution, la création d'une nouvelle société, etc., c'est pas aujourd'hui, c'est au futur. Je le dis toujours, c'est un processus nécessaire, même si on le partage ou on le partage ou pas, et c'est nécessaire de passer par là pour le transformer. Je ne dirais pas que c'est une révolution dans le sens total du terme, c'est un processus des transformations qui est nécessaire pour arriver à une révolution. Une révolution impliquerait vraiment changer carrément toute la base des relations sociales, toute la base politique et la base économique. Chose qui n'est pas le cas maintenant. Les entreprises, la liberté d'entreprise, elle existe, elle est dans la Constitution. Si on lit la Constitution de 1999, la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, elle garde encore la propriété privée comme un élément majeur des droits. Donc il n'y a pas de communisme, il n'y a pas de transformation communiste. C'est faux. La République ne se dit pas non plus socialiste, elle se dit sociale. Elle essaie d'être participative et pas seulement alternative. Là, oui, il y a un changement qui va dans une direction révolutionnaire. Je dirais que c'est un processus révolutionnaire, mais qui n'est pas une révolution. Et je le mettrais comme ça. Il y a des éléments, on le voit, l'industrie pétrolière, elle est gérée comme une entreprise privée, telle que les autres, parce qu'elle doit jouer avec les autres dans les mêmes conditions. Le reste de l'industrie lourde du Venezuela et de l'industrie se base dans des relations économiques capitalistes et libérales. Où il y a la différence, c'est dans les actions sociales de l'État. Là, il y a un changement. Là, il y a des éléments qui changent, qui permettent aux gens d'accéder aux soins, d'accéder à l'éducation, de rattraper la formation des gens. Il y a toutes les missions qui sont là, avec un risque certain de que ça déstabilise les structures de l'État. Mais c'est un processus, il y a un état d'urgence en quelque part, qu'il faut remettre les choses en marche pour pouvoir créer les bases pour une transformation future. Mais ça prend du temps, et c'est pas pour demain la révolution. Je ne crois pas, en tout cas personnellement. Jean-Baptiste, voilà. J'aimerais avoir un petit peu ton avis un peu sur ce qui se passe au Venezuela, enfin ce qu'on a vu à la télévision par rapport justement à cette vie dans la rue, ces médias. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, ton point de vue là-dessus. Ouais. Moi je trouve que c'est une excellente chose, parce qu'avec tous les soubresauts qu'il y a eu en Amérique latine, on commence maintenant à avoir des gens qui veulent que les pays changent, qu'il y ait un changement, pas vraiment une révolution, parce que quand on parle de révolution, on s'attend toujours à quelque chose de sanglant, on se tape dessus, et ainsi de suite, etc. Mais un vrai changement de l'intérieur, amélioration des conditions de vie de la population. Et moi je crois que c'est ce qui est en train de se faire dans votre pays. Je pense que donner la parole au peuple est une très bonne chose, que les gens puissent s'exprimer à travers la radio et à travers la télévision. Et c'est comme ça qu'on peut les conscientiser, pour utiliser un mot
en fait, que moi-même je n'aime pas, mais c'est le terme qu'on utilise toujours pour conscientiser les gens. Moi, je trouve que c'est bien que les gens comprennent l'essence qu'ils sont en train de vivre. Et c'est le plus souvent. Il y a des gens qui ne sont pas conscients de leur propre pauvreté. Et quand tu disais qu'on essaie de noyer le poisson, en Colombie par exemple, on me disait, madame, on montre toujours de belles choses de la Colombie, etc. Tout va très bien, il y a Miss Maïs, il y a Miss Café, et ainsi de suite. Tout ça c'est très bien, mais on ne veut pas montrer la réalité. On ne montre pas la réalité. Et c'est ce qui se passe par exemple aussi bien dans nos pays africains. On a la télévision nationale, on a les radios régionales, mais qui ne sont que les relais de la radio nationale, qui est, par exemple, si je prends mon pays, le Sénégal, la radio qui est à Dakar, qui coiffe tout, mais dans chaque région, on a une chaîne régionale. Mais on a une chance maintenant, on a des radios privées, libres, malheureusement qui ne couvrent pas encore tout le pays, qui sont à Dakar, donc la capitale, où les gens de l'opposition peuvent dire ce qu'ils pensent. Et moi, je crois qu'en libérant la parole, c'est seulement en libérant la parole qu'on peut arriver à un changement. C'est ce que je pense. Alors moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe en Amérique latine, parce que je me dis que nous sommes tous du tiers-monde et qu'on peut s'influencer. Je vois que tous les chefs d'État africains et de l'Amérique latine se sont réunis tout dernièrement. Alors pour renforcer la coopération, comme on l'a fait avec les pays asiatiques, qu'on le fasse avec les pays de l'Amérique latine. On essaiera quand même de retrouver notre voie de développement, pour sortir du sous-développement, sans pour autant imaginer le développement comme étant un retard vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de l'Occident, mais imaginer notre propre développement. C'est là où il y a la révolution. C'est quand on dit, il y a un des sources d'inspiration de l'actuel processus vénézuélien. Un, c'est Bolivar, mais l'autre, c'est Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, c'est pour nous le Robinson. C'est lui le tuteur de Bolivar. À un moment donné, c'était un penseur, c'était un éducateur, un pédagogue qui avait une vision assez utopique de la vie. Il disait, soit on invente notre propre moyen, mais on n'a pas le choix. Soit on invente, soit on se plante. Mais il faut oser. Et c'est dans ce sens-là. Il y a le processus africain, il y a... La question, c'est qu'on a cassé la relation. Si on voit le Sénégal, le Congo, etc., il y a des racines communes, il y a des cultures communes, il y a des éléments communs. Mais pendant beaucoup de temps en Amérique latine, on avait la peine à se reconnaître afro-américain, afro-vénézuélien. Et depuis un moment, tout ce travail se développe et qu'il y a une posture assez critique quand même auprès de l'actuel gouvernement bolivarien vénézuélien. Il y a des gens qui, oui, sont d'accord dans le processus, mais qui gardent toujours une posture critique par rapport à ça. Il faut le faire, mais il y a des éléments à corriger. Et il y a des parallèles à faire, des choses à faire. Nous avons énormément de choses à prendre du Sénégal, où il y a une reconnaissance des racines, des éléments propres d'identitaire, qui en Amérique latine, pendant un très bon moment, c'était pas possible d'accepter qu'il y a un président indien en Bolivie, la population majoritairement d'origine indienne, c'était incroyable, c'était inacceptable d'avoir un président du pays qui soit issu de la montagne, qui vient des gens. Voilà, c'est pour ça qu'on essayait de boycotter Evo Morales, qu'on essayait de le diaboliser. C'est le même cas tout récemment avec l'actuel président élu de l'Équateur. On essaie de le diaboliser parce qu'il est d'extraction populaire.
On préférerait Álvaro Novo à l'autre qui a du pognon, qui est beau, blond, etc. Parce que c'est le modèle, c'est le frère du Nord ou le père du Nord qui a imposé les conditions. C'est pas pour rien tous les travaux qu'il a fait pendant 40 ans les États-Unis en Amérique latine. C'était ça le discours. Aussi, c'est vision eurocentriste de la chose. L'idéal serait de devenir comme l'Europe. Grâce aux médias, justement. Oui, et les médias ont joué un rôle politique énorme à ce niveau-là. Et c'est pour ça que les gens ne l'y croient plus. Parce qu'ils ont joué trop fort ces rôles-là, de vendre une concession politique de la société. Eh bien, on ne peut pas maintenant réclamer que les gens ne le veulent plus et qu'ils veulent faire aussi, parce que c'est partie du jeu. Si j'ai une vision politique différente de la société et j'ai les médias pour le faire, ben, je les utilise et je lui donne. C'est les règles du jeu. On va venir aux télévisions quartier communautaire. Oui, sur ce sujet, je dois dire que ma expérience personnelle, parce que je suis ici depuis 4 ans en Suisse, j'essaie de montrer tous les problèmes d'intégration, d'intolérance en Europe en général, parce que ma mission, c'est montrer dans l'Amérique du Sud que l'Europe, ce n'est pas un paradis, ce n'est pas les grands objectifs, les grands buts d'arriver ici pour être heureuse partout la vie. Donc, je crois que les médias sont très importants pour faire de conscience de notre propre valeur en tant qu'Indiens, en tant que communauté différente, qu'on peut nous développer sans besoin de grandes choses. Et c'est ça que c'est important de faire entre journalistes aussi, parce que la première fois que j'ai arrivé à l'Europe, j'étais con toutes les merveilleuses choses touristiques de l'Europe. J'ai voyagé pour 15 pays de l'Europe, prendre des photos, mais ce n'est pas le message que je dois donner. J'ai pris conscience de ça et j'essaie de montrer la situation des migrants. Et tu connais qu'on avait fait ensemble le programme pour montrer précisément tous les conflits d'intégration et de convivence ici à la Suisse, même à l'Europe. Donc il faut travailler dans cette objectivité journalistique pour améliorer la situation. En 1995, on a commencé par une école populaire de cinéma et l'idée c'était au fond de ralentir un peu cette image commerciale qui passait surtout, qui glissait surtout très vite, qui empêchait de voir et de se voir et d'introduire au fond le venin du documentaire et du langage documentaire à l'intérieur des mouvements sociaux. Bueno, los invitamos hoy a las 6 de la tarde que sintonicen el canal 40 Encuentro Social por su televisora favorita Teletambores. Muchas gracias. On a une zone actuellement de 2,5 km comme couverture, comme rayon d'émission et puis après on aura une municipalité complète qui fera un demi-million d'habitants au bas mot. Esto es una niña donde se ve los hombros y su cabeza. ¿Cuál sería este plano? Plano medio. Este. Fíjate. Este Plano sería... cintura. No. Plano pecho. Plano pecho. Plano. A ver. ¿Este cuál sería? ¿Cómo sería este? Plano pie. Ok, porque llega desde dónde a dónde? De la cabeza hasta los pies. D'où vient-il ce mot, donc télétambour en français? C'est simplement l'histoire du tambour qui au Venezuela est le moyen de faire sortir les esclaves de la plantation. Le tambour, au siècle passé, résonne pour appeler les esclaves à fuir et à reconstruire le monde à l'intérieur de communes libérées dans les montagnes. Et donc cette vertu du tambour
de réunir les gens, de briser leurs chaînes. Elle se reflète dans la nécessité aujourd'hui de casser les chaînes télévisées, cette fois, qui sont dans les têtes et qui sont tout aussi emprisonnantes que les clôtures de la plantation. Il y a eu combien de concessions qui ont été données? On sait à peu près le chiffre? J'ai entendu 800 en une année. Oui, à peu près. Ah non, c'est 800, mais ça dépasse largement. Parce que c'est maintenant, c'est un droit constitutionnel. Donc c'est une chose qui est, à différence de la Colombie par exemple, c'est qu'il n'y a pas ce droit. Donc c'est l'État qui donne la permission, c'est vrai, et au Venezuela c'est l'État, il y a une commission telle comme la CONCOM ici, qui contrôle les émissions, c'est pas l'anarchie comme il a été dit. Il faut présenter un dossier, il faut substancier ces dossiers, sauf qu'en ce moment-là, on donne plus de liberté et on ne voit pas seulement qui est derrière la chose. Avant, il fallait avoir du pognon pour avoir une radio. Maintenant, c'est possible. Étant donné que les radios et les médias alternatifs ont un espace géographique délimité, il y a un millier de concessions qui ont été données dans tout le pays. Donc, et pour faire des émissions de tout genre. Il y a beaucoup de choses qui sont en direct. Il y a énormément de choses qui sont en direct. C'est moins cher que faire la production et mettre des choses. Ça va plus facile. Mais c'est aussi la manière de la dynamique, comment les choses se sont établies. Les jeunes veulent parler. Les jeunes sont un peu las dès qu'on parle pour eux. Dans la nouvelle constitution qu'Hugo Chavez a fait voter en 2000, les télévisions et les radios de quartier peuvent, sous certaines conditions, recevoir un permis d'émettre. La chaîne nationale est bien sûr la seule à donner de l'espace à ces médias communautaires. Todo lo que necesita y lo tiene suyo gratis. Ya se vea pantalla. Hola amigas y amigos, después de haber disfrutado de este interesante programa sobre los medios comunitarios, los invitamos a participar de esta conversación que mantendremos en los próximos minutos con varios protagonistas de esta nueva experiencia de la comunicación social. Está en nuestros estudios Ernesto Lama, director del programa de gestión de AMARC. Esa es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, él es argentino y está en Venezuela con el propósito de dictar un taller que ya acaba de finalizar sobre gestión de medios comunitarios. A su lado está el amigo Antonio Bencomo, presidente de la Fundación Parroquiana Estación Comunitaria de San José de Perijá, Estado Zulia. Nos acompaña también Blanca Ecout, directora general de Katia TV, y Jessy Chacón, director general de CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Bienvenidos. ¿Qué es lo que diferencia a una emisora comunitaria de una emisora comercial? ¿Qué nos dice Blanca Ecout de Katia TV? La gran diferencia es que el sector, el tercer sector audiovisual, el tercer sector de la comunicación, no en manos del Estado, que define también intereses políticos específicos, o en manos de empresas privadas, que está de alguna manera controlada por intereses económicos, el hecho de que esté en manos de la gente, que sean de propiedad social, cosa que no pretende de ninguna manera excluir lo otro. Ustedes tienen algo que es casi inédito en la región, que es un Estado que no solamente está permitiendo, sino que está apoyando al surgimiento de estos medios. En general, en el resto de la región estamos casi siempre ocultándonos o sufriendo persecuciones o sufriendo pedidos de pago de impuestos y más bien encontramos trabas. Mathilde, quand il y a un moment, il y a une dame qui dit « Nous ne sommes pas médecins pour parler de santé, il n'est pas nécessaire d'être médecin. Pour parler de santé, il n'est pas nécessaire d'être médecin. » Par rapport à faire une émission sur la santé dans une télévision de quartier. Pour parler de santé, il faut se sentir concerné par sa santé. Et c'est la même chose pour la télévision. Il n'est pas nécessaire d'être professionnel parce qu'on parle d'un instrument qui sert aux gens pour communiquer. Il s'agit de rompre avec l'attitude passive, contemplative face aux médias et nous transformer en sujets actifs et protagonistes. Et alors on voit aussi, la télévision c'est aussi destiné à des jeunes enfants, hein, puisqu'on les voit en train de dessiner les plans et tout ça. Et toi Mathilde, qu'est-ce que tu penses de ça? T'aurais envie de faire quelque chose dans ces télévisions?
C'est une bonne idée, mais c'est différent pour tout le monde. Quand on est petit, on ne voit pas les choses de la même manière. Tout le monde a une façon différente de voir les choses. On ne peut pas commencer à... C'est bien de savoir pour après, mais quand on est petit, on ne peut pas faire grand-chose. Mais tu n'as pas l'impression que chaque vision, elle est aussi intéressante de chaque personne qui a une vision différente. Tout le monde a le droit de dire sa vision des choses, sauf que on va pas. Ils vont aller plutôt écouter ce que les gens plus grands disent. Ils seront plus crédibles, tu penses? Pour certaines personnes, oui. Mais toi, tu aurais envie d'utiliser la télévision pour faire, je sais pas, des émissions, des petits reportages? Oui, ça va. Ça. Et Gerbinson, toi, ça t'inspire aussi, cette télévision faite par les gens, populaire? Ouais, c'est une sorte de voir la vérité, non? Ce qui se passe dans chaque quartier, c'est une façon de plutôt savoir ce qui se pense. C'est bien. Moi, c'est pas mon... Ça serait pas mon... Ça m'inspire pas, moi. Pour faire de la télévision, non. Pour toi, t'investir dans une télévision? Non, pas du tout. C'est pas c'est pas ce que je voudrais faire dans l'avenir, mais je trouve que c'est une bonne idée pour ceux qui aiment. C'est plutôt la forme pour s'exprimer, non? Et pour ouvrir les yeux aussi. Ça, avant, on voyait pas. Par exemple, avant, moi j'ai vécu, je suis arrivé il y a un mois. Voilà. Et puis je suis parti ici il y a 10 ans, je peux te dire que ça se voyait pas avant. Tu vois, c'est comme elle dit que c'était plutôt ce qu'il disait l'État, je ne sais pas, l'État on dit comme ça. J'ai un peu perdu le français aussi. Il y a 10 ans que je parle pas le français. Tu vois. Et puis c'était eux qui avaient toujours la raison et c'était eux qui faisaient, tu vois, c'était, comment dire, c'était ce qu'ils voulaient transmettre, que les gens ont capté. Il n'y a qu'un discours. Il n'y a qu'un discours, c'est ce qu'ils disent, on ne peut pas comparer, il n'y a pas pas le choix. Exactement, tu vois. Tandis que là, avec 800 pour les jeunes, nous, tu prends un journal, nous, dans notre, on dit comment, le canton. Maturin, le canton, tu vois, les journaux sont de l'opposition. Par exemple, l'Oriental, la presse, tu ne peux pas lire un journal comme ça parce qu'ils te disent toujours ce qu'ils veulent que tu saches. Tu vois. C'est pas la vérité, c'est tout à sa faveur. Alors tu prends un journal et c'est l'opposition, alors tu te crées cette image du président, tu vas au lycée, on dit comme ça. Et puis ça dépend du professeur que tu as devant toi, son intérêt politique. Alors s'il est à l'opposition, c'est ce qui te transmet cette comment dire, cette vision oppositeur, et puis s'il est à faveur de l'État, c'est ce qui te... Maintenant, non, tu vois. Dernièrement, tu voyais plus ça. C'était plus correct. Parce qu'il y avait toutes ces télévisions. Oui, ouais, c'était plus correct, on savait plus la vérité. Les professeurs, ils étaient... Tu as plusieurs points de vue, donc tu peux mieux te faire une idée. Bien sûr, c'est ce que tu penses, c'est ce que tu vois. Tu vois. C'est à toi de décider si tu es à faveur ou en contre. Et donc toi qui as vu ces programmes, comment les programmes des télévisions alternatives, communautaires, de quartier, qu'est-ce qu'il y a comme sujet je comprends pas. Quel sujet, quelles émissions tu as vues surtout sur le cas de la médecine, là. C'est surtout ça avec les médecins cubains, c'est surtout les... Comment dire, c'est les liens. Ils font voir les liens qu'ils ont avec les autres pays. Plutôt, moi, c'est ce que j'ai vu. Surtout avec les médecins, les interchanges de connaissances, sur beaucoup de reportages qu'on ne voyait pas avant, sur technologie, futuriste. C'est plutôt pour s'informer, ouais, se nutrir, on est comme ça. Connaissance plutôt. C'est pas cette histoire toujours de je suis en contre, je suis à faveur, non. C'est plutôt
Enfin, un contenu pour grandir. Voilà. Et vous, une télévision de quartier, vous auriez envie de faire quoi comme émission? Une télévision alternative comme ça? Il y a énormément de choses qu'on pourrait faire. Toi aussi, tu as participé alors, au Ciné-Club. Oui. Déjà avant, ce qui a formé tout ce réseau, qui a favorisé aussi toutes ces télévisions. Oui, le travail a commencé en 74 à peu près, les années 74. Et on a créé un réseau des ciné-clubs, c'était une fédération. À Katia, qui est le quartier où j'habitais à Caracas, on a développé tout un réseau dans différents quartiers. Donc on prenait un film et on le projetait, on le diffusait dans le quartier. Et ça succédait des choses marrantes parce qu'on avait tout un travail avec des enfants. Et on allait dans les différentes ambassades, etc., prendre des films pour des enfants, etc. Chose qu'il n'y avait pas vraiment d'alternative au niveau de la télé. Et on voyait que des bandes dessinées américaines ou des telenovelas, etc. Et des alternatives de voir un cinéma différent pour l'enfant, ça c'était pas le cas. Et une chose qu'on a constaté, que la télévision de l'État, le canal de l'État, demandait systématiquement aux ambassades qu'est-ce que c'était ce que nous demandons avant. Parce qu'on faisait... on visionnait pas mal de films et c'était les enfants qui décidaient qu'est-ce qu'on devait projeter le samedi, que c'était les soirs de cinéma, etc. Et les films qu'on choisissait, et c'était ceux-là qui étaient projetés à la télévision la semaine d'après. Et une chose qu'on n'avait pas vue, et c'est les gens des ambassades qui nous ont dit. Et là, on a vu, mince, là, on commence à avoir une influence intéressante. Et à partir de là, et à partir d'autres intérêts directs politiques, il faut le reconnaître, d'ouverture d'esprit, etc., on n'avait pas les moyens, mais on a commencé à travailler cet réseau des alternatives d'information. On l'appelait comme ça. Une rede alternative d'information, un réseau alternatif d'information, où c'était à Caracas en partie, mais aussi dans différentes villes. Et au niveau de cinéma aussi, on a créé tout un circuit de cinéma qui existe encore, de cinéma alternatif. C'était nous-mêmes qui achetons les films pour pouvoir contrer le monopole. C'était vraiment le monopole des mailleurs américaines. C'était seulement le cinéma américain qui s'est projeté. Le cinéma européen, le cinéma africain, asiatique, etc., c'est la grande inconnue. On savait qu'en Inde, il y avait une production phénoménale de films, mais on n'a jamais vu un film indien. Et le premier festival, le premier cycle de cinéma indien, c'était les ciné-clubs que l'on fait. Et ça a créé, donc ce qu'on voit maintenant à la télévision, c'est le résultat de tout ce travail qui a été fait tout au long de l'année de ces 30 ans, ces derniers 30 ans. L'élément déclencheur, c'est que actuellement, on a un État qui soutient. Il y a la possibilité d'avoir des ressources pour le faire. Avoir un petit local, ici on est privilégié. Alors, en tout cas, le quartier La Bourdonnette, il est privilégié de disposer d'un réseau où il puisse venir, n'importe qui habite dans le quartier, peut venir avec une idée d'émission et en parler. Et là, par exemple, au niveau de l'information, au niveau de la cohabitation, au niveau de l'information, de la prévention de la santé, cardiaque ou sexuelle aussi, de faire grandir nos enfants, de démontrer qu'il y a des choses qu'on pourrait partager, des favoriser. L'alphabétisation aussi. Oui, l'alphabétisation, on dit, c'est pour faire l'équivalent, on nous apprend à l'école à mettre les lettres les unes derrière les autres, et à composer les mots, à composer les codes. Mais à décoder un message audiovisuel, jamais. Jamais. Qu'est-ce que vous avez nommé là de l'alphabétisation? Ça, c'est prévu là-bas. Surtout dans ces petits. Les chaînes de quartier, les télés. C'est surtout ça, santé et puis alphabétisation. Voilà. Il se passe comme ça. Voilà. Moi, les médias, j'aime bien.
mais il y a toujours un danger. Parce que s'il y a une anarchie, on veut dire que si on met partout des radios ou bien des télévisions locales, c'est pas... des fois, ça ne forme pas les gens. Et on sait que le rôle principal, les médias doivent jouer un rôle d'information, de formation et de distraction. C'est les trois. Si on les multiplie, ça ne va pas. Il faut d'abord qu'on ait un objectif. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quand on parlait d'alphabétisation, si je prends le cas du Brésil par exemple, avec Paulo Freire à l'époque, où il faut savoir lire pour pouvoir exister. Donc, la formation était une pratique de la liberté. Il fallait donc se former pour être libre. Alors, je ne sais pas comment ça se passe vraiment en Amérique. Mais c'est la même racine. Voilà. S'il s'agit tout simplement de mettre des télévisions et des radios un peu partout, sans avoir des objectifs et sans centraliser tout, qu'est-ce qu'on veut faire? Je voudrais parler de qu'est-ce que ça veut dire révolution bolivarienne et puis le concept des légions. C'est un concept très difficile à comprendre parce qu'au Venezuela, parler de révolution et puis c'était quelque chose de jeter des cailloux, de mauvais, c'est une mauvaise mot. Mais je pense que la révolution qu'il essaye de faire comprendre le président de Venezuela, c'est ça qu'on a compris. La révolution, c'est des changements. Parce que pendant 40 ans, on était vraiment arrêté avec un seul moyen. Et puis, même pour les médias, que pour et puis, la vie sociale de Venezuela. C'était tellement tout arrêté pendant 40 ans. L'alphabétisation, et puis l'éducation, la santé. On a arrivé à devenir angoissé pour l'idée de qu'il y avait quelque chose il n'y a rien qui va se passer. Oui, il y avait quelque chose que ça ne va pas au Venezuela, à tous les niveaux. Et puis voilà, quand le président a commencé à parler de révolution, c'était qu'il avait la nécessité de changer un changement vraiment urgent. Et c'est ça qui s'est passé dernièrement au Venezuela. Il y avait plein de changements, même la mentalité des Vénézuéliens. C'est pas facile à devenir d'un coup dans une réalité qu'on a connu une autre pendant 40 ans, que c'était une réalité cachée, mais on a fait un travail tellement long. Je me souviens, quand j'étais à l'université, on a commencé à parler fin 25 ans en arrière. C'était pas un travail d'aujourd'hui. C'était long, on a eu la patience de parler, de travailler, pour aujourd'hui trouver la révolution qu'on a. Mais le mot révolution, c'est vrai que c'est un petit peu fort. Mais c'est la définition qu'on lui donne. Mais parce que la révolution pour nous, c'est des changements. Et puis on est en train de faire ça, de changer la mentalité, de trouver un petit peu plus d'éducation pour améliorer la situation économique, sociale de notre pays. Et puis pour donner l'exemple à les autres, qu'on peut changer, qu'on peut faire vraiment plein de choses si on a le courage à s'exprimer, le courage, s'investir, voilà,
Ouais, cette énergie qu'on voit dans la rue au début, les gens y vont et ils vont pas par le dos de la cuillère, hein, les slogans, l'investissement. Il y a vraiment quelque chose d'assez fou dans la rue. Oui, oui. Toi, tu es allé récemment au Venezuela. Oui, j'étais Et puis, bon, comme je suis arrivée au Venezuela, ça a commencé puis la politique du président de Chavez. Et puis, il était dans plusieurs cantons avec pas beaucoup de gens. Et puis, mais il a commencé doucement. Et puis, on écoutait. Et puis, vraiment, un jour, j'étais dans un petit magasin. Et puis, j'écoutais. Puis, c'était la première fois que j'écoutais quelqu'un parler de les pensées de Simón Bolívar. Il avait plein comment ça veut dire, plein de projets pour la Venezuela et pour Latine-Amérique que c'était... Ça te semblait plus enfin, voilà quelqu'un qui a un discours qui t'a touché. Oui. Et là, tu as commencé à espérer un peu... Oui, ça m'a touché à moi. Je pense que ça a touché beaucoup de gens qui se sont aussi rendus de compte que c'était la personne qu'on a attendue pendant longtemps. Aló, presidente, todos los domingos en la mañana por Venezolana de Televisión. Ahora el protagonista es el pueblo. Raya, pónchame la cámara 2, por favor. Tenemos una llamada telefónica. A ver, ¿quién llama? ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí. ¿Aló, presidente? Por favor, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Y ese es el objetivo central de este evento del Poder Popular Participativo y Protagónico. Es un evento de la nación. Es un evento no de un partido, no, es un evento de los ciudadanos, pues, de organizaciones comunitarias de todo el país. Y el gobierno ofrece su apoyo, por supuesto, los oye, sus críticas, ideas, proyectos, aportes, cuánta sabiduría popular hay acumulada en estas organizaciones, en estas personas. Ayer decía una señora, y en una expresión muy bonita, bueno, cuando antes uno veía a un ministro en camisa, en mangas de camisa, una ministra ahí sentada tomando nota con la gente y comiendo con ellos aquí mismo y oyéndolo. Cuando un presidente, decía luego, se sentaba a oír con calma, a aceptar críticas, a tomar nota, a participar en el debate, como uno más, y así me siento como uno más. La inflación mensual bajó, vean ustedes cómo cayó de 4.5 en septiembre a 2.2 en el mes de octubre, y seguiremos trabajando para que siga cayendo la inflación. El riesgo país de mercado en Venezuela, vean ustedes la tendencia. Tuvimos estos picos bastante altos, sobre todo en los meses de julio, agosto, después del golpe de Estado. Esto se alteró, pero allí va la línea descendente de riesgo país, lo cual va a beneficiar sobre todo las inversiones productivas en Venezuela, de todos los países del mundo. Pues bien, nos veremos el próximo domingo 17 de noviembre en Aló, presidente, cargados de un optimismo. Gracias, gobernador, gracias, señor alcalde, diputados, militares, civiles, ministros, ministras, gracias, Nora, gracias al equipo de Aló, presidente,
Gracias a todos ustedes quienes estuvieron viéndonos y oyéndonos en estas últimas, ¿cuánto duramos hoy? Faltan 10 minutos, un cuarto para las 4. 4 horas, 5 horas, casi 5 horas. Eso no es nada. Periodistas extranjeros se asombran, ¿no? Este programa ha durado 7 horas, hoy vino en su versión corta. Ahora me voy a jugar dominó con Rosiné porque le voy a ganar una tremenda partida. Un abrazo a toda Venezuela con mucho optimismo. Adelante, en paz y en democracia. Muy buenas tardes. Maintenant, ça vous semble un peu fragile ou il y a quelque chose, une situation assez solide? Bon, moi, que je vois de l'extérieur, ça commence à se solidifier. Heureusement, demain, il y aura les élections au Venezuela. Heureusement, les gens qui sont à l'opposition ont accepté de continuer à jouer le jeu, à s'y mettre. Ils ont essayé de stabiliser et c'est pas par là qu'il faut faire les choses. Il faut convaincre les gens, il faut voter. C'est comme ici, on s'est lancé dans une campagne contre les 2 lois sur l'asile des étrangers, on a perdu, mais on a eu l'occasion de le faire. Ouais. Et on s'est lancé là au Venezuela, il y a même l'histoire des référendums. Ça existe, la question est qu'évidemment la classe politique n'était pas préparée pour faire ça. Elle n'était pas préparée pour assumer une démocratie référendaire, pour assumer une démocratie où on peut, de la même manière que c'est fait ici en Suisse par exemple, demander des changements par ces biais-là. Alors on espère que demain gagnera ceux qui va gagner, ceux qui aura plus de voix, et que l'autre, d'un côté ou d'un autre, accepte le changement qui se prononce. Mais même si c'est l'opposition qui gagne, il y a déjà un processus qui est entamé, qui ne fait pas marche arrière. Ouais. À ce niveau-là, il y a des choses qui sont déjà acquises. Et d'ailleurs, le principal canton c'est Rosales, qui était Chavez, il a dit ouvertement, tous les programmes sociaux que l'actuel président a, je le garderai. Parce qu'il sait que c'est par là qu'il faut continuer, même si la manière de le faire pourrait changer. Donc là, il y a des choses, des gens qui pourraient dire qu'il y a déjà une base pour continuer. Mais là, la racine, Dieu l'a donnée quelque part. Cette histoire qui a été proposée par Paulo Freire, de la manière de s'alphabétiser, d'apprendre l'information, est récupérée par les médias. Ouais. Il y a un travail d'information et qui se traduit d'ailleurs, c'est un des... Il faut voir Télésour par exemple, que c'est maintenant la voix des latino-américains faite par des latino-américains, pour les latino-américains. Et en se connaissant soi-même, on voit qui on est, on être fier de ses racines, etc. C'est qu'on peut grandir et exister. Maintenant, on existe. Avant, il y a même une blague qui disait que c'était pas... C'est Clinton disait, ah oui, ça c'est vrai parce que je l'ai vu au CNN. Voilà, CNN, voilà. La vérité était parce que je l'ai vu dans les médias. Et l'Amérique latine n'était pas dans les médias. On n'existait pas au niveau des médias. Et ici, dans les médias suisses, par exemple, les correspondants du principal journal suisse, le NZZ, le correspondant pour le Venezuela habite au Buenos Aires. Et des fois, on s'est retrouvé avec des informations parlant du Venezuela faites au Miami, qui étaient répercutées par le matin, etc. Dit, mais c'est quoi cette histoire? Est-ce qu'ils ne connaissent pas la réalité et les gens qui sont là ne pouvaient pas parler d'eux? Ah, maintenant, ça va être voilà. Maintenant, c'est possible. En plus, le pire, pardon, plus, ouais. je peux rebondir ce qu'il dit Douglas qui me touche beaucoup. En plus, à part qu'on n'existe pas, c'est qu'on y font des reportages avec leur vision. Exactement. C'est avec leur vision égocentriste. On dit voilà, ce qui se passe en Amérique, c'est selon la vision des journalistes européens et pas selon la vision des journalistes ou bien la vision des personnes qui est vraiment sur place. Et ils nous montrent une image mais complètement faussée. Ouais. Et ça, on voit ça. Je dis, on a envie de dire, merde, ils s'énervent. Et alors, Télésour, CNN, on l'a ici en Europe. Télésour, est-ce qu'on peut voir cette émission? On peut la voir sur Internet et le Forum des étrangers de Lausanne est en train de voir
On a déjà le feu vert des télésourds pour voir si on peut l'incorporer au câble lausannois. Ah ouais, donc... Mais il y a des démarches et il faut aussi voir si le signal a assez de puissance pour que les satellites puissent le capter. Mais au moins, déjà, on espère en moyen terme le disposer sur le câble lausannois. Là, le Forum des étrangers a fait un effort. C'est pas seulement pour l'Amérique latine, aussi pour les chaînes kurdes, par exemple, qui sont pas dans le réseau. On a eu cette année une rencontre avec les responsables de Citycable et qui sont ouverts. Et tant que le signal soit libre, parce que là, il y a des problèmes d'autre ordre, mais si le signal est libre et on peut le capter ici en Suisse, ils sont disposés à le mettre. Ah ouais. Voilà. Donc peut-être prochainement... On espère. En tout cas, on peut le voir sur Internet. D'accord. Et juste pour Télésource, c'est pas une petite télévision de quartier. Ah non, c'est une télévision qui a une dimension qui est partagée entre 4 pays. C'est une dimension continentale. C'est une dimension continentale. Il y a 4 pays qui interviennent, qui sont financeurs, le Venezuela, le Brésil, je crois l'Uruguay et Cuba aussi, qui sont dedans, et qui transmettent de tous les pays de l'Amérique latine, et qui a des émissions en portugais, en espagnol, donc qui transmet, et qui sait, malgré que, bien que c'est soutenu par les États, elle a énormément de liberté. Ça, c'est vraiment intéressant. Bon, voilà. Donc on va terminer maintenant. Je voudrais vous remercier tous pour votre participation. C'était très intéressant. J'espère que pour les spectateurs, ça leur a répondu à des questions, ça leur a posé des questions, enfin donné envie de se poser des questions sur la télévision qu'ils regardent. Et puis, je sais pas, en plus de ça, tu es musicien, Douglas. Ouais. Tu n'as pas pris ton petit instrument. Non, mais ma femme était malade. Mais est-ce que tu serais d'accord de nous chanter une petite chanson, une chanson vénézuélienne, a cappella, pour changer un peu des discussions, et que la voix, c'est aussi les paroles, mais c'est aussi le chant, et le chant est porteur de beaucoup de choses. Voilà. Il y a Esperanza qui va aider de Noël. On pourrait chanter une autre chose qui est assez connue, mais qui n'est pas reconnue comme vénézuélienne. C'est une chanson vénézuélienne d'un ami, Hugo Blanco, qui l'a composée, qui s'appelle Moliendo Café. Quand on ouvre le café, Moliendo Café, c'est une chanson vénézuélienne. Non, c'est vénézuélien. Hugo Blanco, c'est un vénézuélien, et qui a un rythme assez rassembleur. Et voilà, ceux qui la connaissent pourraient nous accompagner. Okay. Je suis d'accord, ça nous ressemble à voilà. Ok. Et il y a des gens qui disent Cuando la tarde languidece renace las sombras y la quietud de los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece decir una pena de amor y una tristeza lleva el Sambo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Tratatán. Cuando la tarde languidece renace las sombras y en la quietud de los cafetales vuelven a sentir esta triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece decir tatatán. Ah, bravo. Merci beaucoup. Alors encore un petit mot pour dire que derrière la caméra il y avait Raïm, Corinne, il y a aussi François, et puis à la régie Marc, et c'est même François, je sais pas, tout ça. Donc merci beaucoup pour cette émission, et puis une très bonne fin de samedi. Merci.